Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avertissement. Les réflexions et les opinions des contributeurs n'engagent que eux-mêmes, mais aucunement les auteurs et l'éditeur de l'ouvrage. PREFACE. C'est une chose étrange à la fin que le monde. Jean d'Ormesson. Préfacer un ouvrage portant sur l'esclavage, thème que John Wesley a défini comme l'abrégé de toutes les infamies, n'est pas chose facile. Il est des mots qui font frémir, l'esclavage fait partie de cela. Il fait remonter en nous ce que l'oubli tente en vain de garder. Cependant, quand on jette en arrière un regard sur les écrits ayant trait à ce concept, on constate que ceux qui font état du bonheur des esclaves sont nombreux. Et pourtant, parmi les théories dominantes à travers les époques, celles qui avancent qu'il est bon pour l'équilibre de l'humanité que certains hommes ne mangent pas à leur faim pour que d'autres puissent s'accomplir et user librement de leurs droits politiques, ne sont pas les moins répandues. Platon au nom de la politique ou encore Zénon au nom de l'indifférence stoïque, ont légitimé l'esclavage. Comment, à notre époque, le regard peut-il être différent qu'attristé ? Comment peut-on comprendre que l'esclavage existe encore ? Chacun a son idée. Je me garde bien d'argumenter lors de cette préface car l'auteur de cette dernière doit éviter sans cesse certains écueils. En effet, dans l'usage commun, la préface désigne cette partie du texte placée au début d'un ouvrage afin de le recommander au lecteur après en avoir extirpé sa substance. Il est donc bien fidèle à son étymologie, du latin pré avant et fari parler. Le risque est grand devant un tel sujet, de vouloir résumer toutes les contributions et faire du délayage en étant surabondant. Un autre écueil se présente. Si l'on a en mémoire que la préface désigne également depuis 9 siècles, la partie chantée ou non du canon de la messe qui enchâsse la consécration liturgique, le risque est bien réel de croire que nos pensées doivent avoir la primauté sur celles des autres et qu'il n'existe pas d'alternative pour baliser la route. On y va alors de sa grand-messe, et pris par les rites de la cérémonie, l'attention du lecteur est portée uniquement sur le préfacier qui va de son rituel en attirant toute l'attention vers lui, et empêche à l'avenir de découvrir le passé. Le préfacier ne résistait pas à réserver 2 pages à faire son apologie. Thucydide, qui a légitimé l'esclavage au nom de l'histoire, a mis en avant, dans une préface ou préambule restée célèbre, les raisons qui l'ont poussé à relater la guerre du Péloponnèse. Il explique les raisons de ses investigations en procédant à une synthèse de l'histoire grecque. D'autres préfaces, enfin connues sous le nom de préfaces casquées, Prologi Galeati, étaient adressées aux adversaires de l'auteur pour le prévenir d'attaques éventuelles. Puisque le moi est haïssable, je ne parlerai pas de moi. Il est plus sage de suivre ce conseil de Voltaire. Parlez de vous le moins que vous pourrez, car vous devez savoir que l'amour-propre du lecteur est aussi grand que le vôtre. Il ne vous pardonnera jamais de vouloir le condamner à vous estimer. C'est à votre livre à parler pour lui. Les Italiens l'ont bien compris puisqu'ils appellent la préface la salsa del libro, la sauce du livre. Bien assaisonnée, elle permet de dévorer l'ouvrage. Nous espérons donner au lecteur un guide de lecture, en essayant de rester au plus près possible du contenu. Quand j'interroge la conscience sur ce qui est important, point d'hésitation. La liberté est inestimable et irremplaçable, c'est donc le bien le plus précieux. Quand on fait appel au passé qui en réalité ne passe jamais, quand on interroge le présent qui peut nous tromper sur l'avenir fugace et volatile, on apprend que des milliards d'hommes ont connu l'esclavage, que des millions d'êtres humains en souffrent dans leur chair et que les tyrans destructeurs sont immortels en face de leurs victimes éternelles. Les chercheurs du jeune Centre de recherche en économie et en droit du développement insulaire SI à la faculté de droit et d'économie, CRDDI, de la Guadeloupe en nous présentant cet ouvrage collectif tentent de résoudre cette énigme. Ils n'ont pas du tout fait leur la maxime du cardinal de Ray, quand les événements nous échappent feignons d'en être les instigateurs, et ont tenté de mettre en lumière les éléments qui pourraient défaire les nœuds de l'illogique afin de résoudre cette contradiction lamentable. Certains hommes tiennent plus que tout à leur liberté en exigeant de l'autre qu'il y renonce. On sait la difficulté de penser le présent no sabemos lo que pasa ieso et lo que pasa. Ortega y Gasset, en d'autres termes, l'immédiat et l'expérience précèdent la conscience. Ce sont les idées qui ouvrent ou ferment la porte à la réalisation d'un grand dessein. Comme l'a dit Pierre Gutoyat,
Les forces extérieures du monde sont les mêmes que celles qui nous agitent intérieurement, ces drames, ces tentations, ces lâchetés, ces cruautés. Pour peu qu'on ait l'occasion, la volonté, la franchise, l'intelligence de les voir, de leur résister, de les combattre en soi-même procèdent aussi de la vie intérieure de tous les autres êtres humains. Les cruautés des tyrans leur viennent d'une vie intérieure qui nous est commune à tous. Le colloque organisé les 22, 23 et 24 novembre 2012 à la Faculté de sciences juridiques de la Guadeloupe a permis de confronter les points de vue de chercheurs travaillant sur la thématique de l'esclavage mais avec des approches différentes. C'est d'ailleurs un des gros mérites de ce colloque d'avoir permis cette confrontation d'idées, tant il est vrai qu'il n'existe pas de grille de lecture pouvant nous dévoiler les secrets du XXIe siècle. Edgar Morin a recensé 7 réformes nécessaires à réaliser au début de ce 3e millénaire, et s'en prend à la barbarie de nos vies, lorsqu'il affirme que nous ne sommes pas intérieurement civilisés. En effet, de tout temps, dès que 2 hommes s'affrontent, le vainqueur asservit l'autre et selon que l'on soit puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. La loi va du côté des puissants, alors que son existence a comme objectif premier de garantir la liberté. Comment éviter ces écueils ? L'esclavage a existé sur un large spectre, romain, grec, perse, etc., avec des intensités différentes, tantôt plus brutales, tantôt plus souples mais sans cesse impitoyables. Le bipartisme existe bel et bien entre l'acceptation et la soumission à l'esclavage d'une part, et entre la tyrannie et l'autorité d'autre part. Pour ne pas travailler, l'homme oblige un autre à travailler. Pas de résistance, sinon il le bat, pas d'infécondité, sinon il le vend. Les membres du CREDDI ont retenu le thème de l'esclavage qui a toujours été aux Antilles françaises, à l'heure et au goût du jour. La problématique consiste à savoir si l'esclavage aux Antilles françaises a été en grande partie la simple reprise de phénomènes esclavagistes relevant plus du droit des gens, ou ius gentium des anciens que du droit civil, ou si inversement, l'institution esclavagiste a constitué un ultime avatar de la servitude antique en raison de la philosophie grecque dominante et de la matrice juridique romaine qui avait fait de l'esclave Serius, non seulement une res corporale, mais une persona, selon les instituts de Gaius du IIe siècle de notre ère. 3 thèmes sont traités. Le premier thème intitulé « Esclavage en Amérique », avatar de la servitude antique, a fait l'objet de plusieurs interventions de trop grande richesse pour qu'on puisse en extirper la substance. Pour ne pas prendre le risque de se tromper sur le diagnostic, et ne pas appliquer le remède adéquat, ce colloque s'est attaché dans un premier temps à faire apparaître les dangers des analogies notamment entre le droit romain et le Code noir, entre l'esclavage ancien et l'esclavage moderne afin de s'interroger sur la possibilité de dépasser des recherches trop centrées sur le fait esclavagiste pour ouvrir le champ de comparaison à des formes de sujétion et de surexploitation de travail autres que l'esclavage. Le rapport du Code noir avec le droit romain n'est pas une découverte récente, mais l'idée que le texte de 1685 ne serait que le décalque des règles antiques s'est vite répandue au point que l'on pourrait se demander si, au cas où les rédacteurs de Code noir auraient ignoré le droit romain, ce code aurait existé. Puisque la mémoire des nations est sélective et qu'avec le temps, s'effacent petit à petit les intrigues mineures, s'affadissent les bonds de l'actualité et s'arrêtent les secousses, la nécessité de procéder à une synthèse des caractéristiques de la protection de l'esclave en droit romain et en droit colonial se révélait nécessaire tant celle-ci peut être source de polémique. Cela est fait et de fort belle manière. L'adaptation de la philosophie grecque aux nouvelles réalités américaines occupe une grande partie de la réflexion. La conquête de l'Amérique revitalise la théorie ancienne de l'esclavage par nature. Selon cette contribution, cela constitue nullement une contradiction à la théorie chrétienne de l'égalité de chacun devant la divinité. Les participants au colloque ont élargi le cadre de leur réflexion sur des thématiques trop peu explorées. Peut-on parler par exemple de musique des esclaves ? Et si oui, y a-t-il une ou des musiques d'esclaves ? L'auteur conclut que l'espace de la musique est, au-delà de la société prise comme personne morale publique, un espace mental de première importance. D'ailleurs le lien entre le premier thème et le deuxième intitulé « La servitude économique, esclaves et habitation » est remarquable dans l'analyse. En effet, c'est de la dimension festive qu'il s'agit au début. Les propos sont clairs. Notre démarche consiste à puiser dans le tréfonds de notre histoire, de voir comment du fait de cette attitude festive à l'époque esclavagiste,
et surtout, de voir comment du fait de cette culture festive, des alluvions culturelles ont pu sédimenter et conduire à l'émergence d'une culture identitaire guadeloupéenne. C'est ainsi que la réflexion a été menée à propos des engagés indiens, après l'abolition de 1848. S'agit-il vraiment d'un contrat? N'était-ce pas un nouveau mode de dépendance? La réponse à cette question n'est pas simple. Pour débusquer toutes les scories et les entraves, une attention particulière est portée à l'économie dans la réflexion sur l'esclavage. Car c'est précisément au nom d'arguments portant sur une prétendue efficacité économique que s'est développée la traite, et c'est toujours au nom de celle-ci que de nombreux économistes préconisèrent l'abolition d'un système qui devait être fondamentalement ruineux et inefficace sur le plan de la rationalité économique. Depuis que Karl Marx avait analysé les sociétés par la dialectique entre le maître et l'esclave, la question de l'esclavage antique a été l'objet de polémiques très vives. Plusieurs articles sont présentés dans cette deuxième partie où la traite négrière occupe une large place. Elle laisse interdit quant à ses pratiques et nous ébranle par sa cruauté. L'animal vient de l'animal. L'esclave vient de l'esclave et est au maître ce que le bœuf est au pauvre. La société esclavagiste trouve sa justification dans la négation de la dignité humaine de l'autre. Aristote ne disait-il pas qu'il n'y a guère de différence entre un troupeau d'esclaves et un troupeau d'animaux? La troisième partie est intitulée « Sortie systémique et période post-esclavagiste ». Il y a incontestablement des regards croisés que nous ne devons pas, pour la complexité du sujet, réduire à leur plus simple expression. La théorie des systèmes se fonde sur l'idée chère à Bertalanffy que le tout est plus que la somme de ses parties. Si l'on sait que l'existence de l'esclavage est bien réelle dans des pays comme en Mauritanie, il y a tout lieu de redouter ceux qui dans des pays colonisés se sentent encore esclaves de l'esclavage. C'est dans cet esprit qu'il est intéressant de souligner le regard du LKP sur l'esclavage. L'auteur de cet article souligne que les questions soulevées par ce que soulève le discours de certains protagonistes sont tout à fait fondamentales dans l'optique d'une approche critique de l'écriture ou de la réécriture de l'histoire. Il interroge non seulement l'esclavage dans le discours du LKP d'un point de vue politique immédiat, c'est-à-dire dans son impact et ses visées instantanées, mais aussi d'un point de vue historique. Comment le LKP vit-il et considère-t-il l'histoire de la Guadeloupe? En répondant à ces questions, l'auteur montre le grand décalage qui sépare l'État français et le LKP en ne trouvant pas un cadre propice au dialogue. Cédons la parole à Nelson Mandela, sur ce point. L'arme la plus puissante n'est pas la violence mais la discussion. La première valeur citée dans les dispositions fondatrices de notre Constitution est la dignité de l'homme. Ce colloque sera suivi par d'autres. Il nous a offert l'occasion d'observer davantage et ensemble le monde. En paraphrasant Musset, je dis que rien ne nous rend si grand qu'un grand défi. Tâchons de comprendre le monde et le revoir, quand cela se révèle nécessaire afin de donner aux choses tout leur sens. Pour finir, aidons-nous de Paul Éluard pour la touche finale. Et par le pouvoir d'un mot. Je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître. Pour te nommer. Ce mot, nous le connaissons tous, c'est liberté. Jean-Gabriel Montauban. Directeur du CREDDI. Introduction, déroulement, les 3 temps du colloque. C'est à l'initiative du doyen Montauban et de Dominique Amignot, section Histoire du droit, animé par la question de l'esclavage, que s'est ouvert précisément le premier colloque international sur l'esclavage sous l'égide de Monsieur le Président de Région Vélurel et de Monsieur le Recteur S. Martens, chancelier de l'université. Des discours de salutation et d'encouragement furent également prononcés par Monsieur le sous-préfet, représentant l'autorité préfectorale et le délégué du Conseil général, responsable du service départemental des archives. Ce symposium, réuni en la faculté de droit et sciences économiques de Fouillol, Intramuros, les 22 et 23 novembre 2012 était placé sous la direction scientifique des professeurs Acastaldo Paris 2 et J. Hannequin, Université de Besançon, président honoraire du GIREA. De même, nous remercions C. Laurençon Rosas, directeur du Centre lyonnais d'histoire du droit P. Domingo Suarez, Université Complutense Madrid, et P. Van de Pitt, Louvain pour leur haute caution scientifique. L'intervention de Ségrissa Haber a été précieuse dans la mesure où elle nous a donné une juste idée de la recherche contemporaine allemande sur l'esclavage,
Université de Trèves. Après de nombreux discours de bienvenue, le prof Jian Qin prononça une magistrale conférence inaugurale sur la raison et la déraison de la comparaison de la servitude antique et de l'esclavage moderne. Après un déjeuner dans le cadre agréable du restaurant La Route du Rhum, à 2 pas de la faculté, une seconde demi-journée de labeur nous attendait. La première table ronde portait sur le thème de l'esclavage en Amérique, avatar de l'Antiquité. Les interventions envisagèrent le phénomène esclavagiste par rapport au christianisme, à la loi de flexibilité ou encore à la philosophie grecque. L'accent a été mis tantôt sur le rôle des préabolitionnistes ibériques, tantôt encore sur l'importance de la matrice romaine et de la servitude médiévale. La deuxième journée traita respectivement des 2 autres thèmes. La matinée fut consacrée à l'étude de l'économie et des servitudes dans sa vision évolutive, sociale et juridique. Les interventions envisagèrent à tour de rôle la question de l'édit de Mars rapproché de la réglementation tardive, Code noir, G 1784, la festivité de résistance, les contrats de réengagement des Indiens, la pensée des Lumières chez A. de Sartine, la pensée de Marx et d'Engels face à l'esclavage, enfin, l'institution de l'engagement des Blancs comme prélude de l'esclavage des Noirs. Après un repas où se manifesta la joie de la rencontre à la marina, nos travaux se poursuivirent allègrement. La dernière table ronde se devait d'envisager la sortie systémique de l'esclavage sous divers aspects. La lutte d'un historien abolitionniste, H. Wallon, l'aspect utopique de l'esclavage, la question financière, indemnité des colons, l'étude des actes baptistères à la Martinique ou encore, plus récemment, l'esclavage dans le discours politique du LKP. La théorie de l'emprise légale dans le Code civil fut abordée en fin de période. Dea Mignot s'est efforcé de livrer un essai de synthèse sur l'ensemble de ces communications si riches et pertinentes, et in fine, à une heure déjà avancée, Monsieur le doyen a prononcé un mot très senti sur l'utilité de cette rencontre. Il nous invitait tous à participer à la soirée de clôture donnée dans la résidence très agréable du Conseil général, au fort Fleur d'Épée qui domine la baie Pointoise. Enfin, lors de la 3e journée, les participants descendirent à Basse-Terre, l'ancienne capitale de la Guadeloupe proprement dite. Après la belle et riche visite du fort Saint-Charles, devenu récemment fort d'Elgray, sous la houlette de notre si érudit ami Gélafleur, un dernier repas a réuni les congressistes à la marina de Rivière-Sens. Conférence magistrale, raison et DERAISONS de la comparaison. Jian Qin, fondateur du GIREA. Université de Besançon. Comparer est devenu, avec le rétrécissement du monde et la fluidité de l'information, une pratique et une manière de penser quotidienne, de sorte que la comparaison n'apparaît plus comme le propre d'une activité savante, même si elle permet d'ouvrir comme jamais le champ des savoirs. Dans ces conditions, alors que se banalise la comparaison, la démarche comparative se fait de plus en plus complexe et raffinée. C'est le cas en histoire, discipline à présent multipolaire avec le développement de l'histoire croisée, connectée, ou encore des analyses dites de transfert. Ces approches renouvelées ont permis d'enrichir les méthodes bien au-delà de la comparaison différenciative ou de la recherche des convergences. Elles ont permis aussi d'aborder d'autres domaines que ceux devenus classiques de la comparaison quantitative chère aux historiens de l'économie, institutionnelle ou encore globale, étroitement liée aux structures. Se sont ainsi créées des synergies qui ont encouragé les recherches transdisciplinaires dont rendent compte des publications collectives qui, il est vrai, se contentent trop souvent de proposer au lecteur des études parallèles à charge pour lui d'en faire la synthèse. Il reste que la comparaison rencontre les exigences méthodologiques du comparatisme dans ses différentes déclinaisons sociologiques, anthropologiques, politiques, culturelles, historiques. On sait qu'au XIXe siècle, les rapports entre comparatisme et histoire ont été difficiles et qu'aujourd'hui persistent et même se renforcent les écarts entre la démarche du sociologue qui parie sur la typologie et la synchronie, et celle de l'historien qui privilégie le tournant, la rupture, la périodisation, la diachronie, même si, de façon assez paradoxale, l'anthropologie historique se soucie assez peu de comparer. Au fond, et chacun le sait bien, la comparaison offre à l'historien un vaste champ d'études qu'il ne fréquente guère et même qu'il peut délibérément ignorer. L'histoire de l'Antiquité en est un exemple particulièrement signifiant.
Le chemin de la comparaison emprunté jadis par Amy Finlay n'est plus guère parcouru et le comparatisme sans rivage que propose M. de Tienne reste un sujet de débat méthodologique voire purement théorique. En effet, les historiens sont toujours réticents à comparer le comparable et encore plus à comparer l'incomparable. Comparaison et esclavage. L'esclavage dans son unicité et dans ses expressions diverses a, plus que d'autres sujets, suscité des réflexions comparatives plus ou moins sophistiquées. C'est ainsi que, très souvent, la comparaison se présente comme un simple artifice de la narration historique qui use de situations présentes pour mieux faire comprendre le passé grâce aux vertus bien connues de l'anachronisme, quand elle ne reste pas tout simplement dans le domaine de l'implicite. Lorsqu'elle est assumée, l'usage d'un modèle référentiel en trouble trop souvent l'apparente logique. Les exemples ne manquent pas. On songe aussi bien au modèle de la plantation coloniale et à son nombre porté sur l'économie rurale ancienne, qu'à l'idée longtemps persistante de la survie dans le nouveau monde du système de la villa romaine. On songe au recours à l'esclavage pour désigner d'autres formes de sujétion, servitude communautaire, population tributaire, assujettissement pour dette, gommant ainsi leur spécificité. Enfin, est-il nécessaire de rappeler ici, qu'aujourd'hui encore, les textes très officiels de la communauté internationale utilisent volontiers des analogies suspectes avec l'esclavage pour condamner des pratiques renvoyant à des formes différentes de contraintes et de privation de liberté. Même si l'on est passé des formes dites analogues à l'esclavage à ce qu'il convient de nommer désormais les formes contemporaines d'esclavage, demeure à la fois la pratique de l'analogie et la présence d'un modèle, celui de l'esclavage, pour désigner les modes extrêmes d'exploitation du travail et de privation de liberté. Je voudrais une fois encore souligner à quel point cette manière de dire et de penser contribue de façon persistante à fausser le jeu de la comparaison. Il reste que le goût de comparer a été et demeure très présent chez les historiens américains, qui depuis de longues années ont exploré les chemins de la comparaison pour en mesurer les difficultés et en éclairer les enjeux. Peut-être n'est-il pas hors de propos ici de s'interroger sur cette particularité. On sait que la culture antique qui au moins jusqu'au XIXe siècle imprègne les élites, a contribué à façonner une vision du monde, une représentation, une Weltanschauung. Mais dans l'Amérique de l'esclavage, cette présence prend une importance plus grande encore et surtout plus quotidienne et plus intime. Cette antiquité revisitée investit non seulement le quotidien, mais aussi les combats entre esclavagistes et anti-esclavagistes tant il est loisible de puiser chez les anciens exemples et arguments. Sans doute cette relation particulière se traduit-elle chez les historiens américains par une propension à l'anachronisme signifiant, et durant de longues années, à la comparaison entre esclavage ancien et moderne. Mais si ce rapport à l'Antiquité est resté étroit, l'exercice même de la comparaison l'a changé. Il n'est plus simple référence et encore moins source d'arguments, il s'objective en soulignant ressemblances et différences et ce faisant, éloigne l'un de l'autre les termes de la comparaison. Le rapport intimiste s'est rompu dès lors que les deux esclavages, parce qu'ils sont comparés, sont aussi campés dans leur spécificité. C'est sans doute là tout à la fois une ruse et une raison de la comparaison. Cette comparaison surtout généraliste dans les années 1960-70 s'exposait au danger de superficialité, tant il est difficile de disposer d'une expertise universelle pour reprendre les termes de P. Kolchin. Son étude comparée de l'esclavage au sud des États-Unis et du servage dans la Russie des Tsars est à ce titre doublement intéressante par sa méthode et ses acquis mais aussi par ses manques et les difficultés qu'elle avoue. Mais au-delà de cet exemple, c'est bien la comparaison généraliste en soi qui s'expose au risque majeur des approximations et des rapprochements hasardeux. La mise en évidence de ces difficultés a d'ailleurs favorisé l'émergence, dès les années 1980-90, d'études comparatives plus serrées opérant par thème. Moins soucieuses d'étudier des systèmes dans leur globalité, les recherches se sont alors attachées à décrire de l'intérieur le monde de l'esclavage et plus encore, celui des esclaves, donc à analyser les comportements. Adaptation, refus, résistance, répression, paternalisme, affranchissement, etc. Les spécialistes de l'esclavage ancien, quant à eux, sont restés dans l'ensemble assez imperméables à ce genre d'analyse. Plusieurs raisons peuvent être évoquées dont la crainte persistante de l'anachronisme que renforce l'idée d'une spécificité en quelque sorte essentielle,
de l'esclavage et des sociétés de l'Antiquité. Il est révélateur de constater que si les thèmes majeurs des recherches sur l'esclavage sont largement présents dans une bibliographie riche et abondante, ils ne sont que rarement l'occasion d'un regard soutenu vers d'autres formations sociales. Ainsi, dans cette large communauté de travail et de réflexion qu'est le GIREA, ce n'est qu'en 1991 que le colloque de Palma de Majorque consacré aux captifs et aux esclaves s'est intéressé au monde ancien et moderne, mais en leur consacrant deux ensembles strictement distincts. Ce n'est qu'en 2003 que la célèbre collection des Forschungen zur antiken Sklaverei a publié une étude die Welle présentée comme ein Beitrag zur vergleichenden Sozialgeschichte. Il convient cependant de préciser que dès 1985, la revue Dialogue d'histoire ancienne réunissait des recherches sur deux thèmes associés mais toujours séparés, formation sociale de l'Antiquité et histoire et anthropologie de l'esclavage moderne. Ce volume comprenait mon article sur comparatisme et comparaison, dont je devais reprendre les thèmes en 1990. Néanmoins, la nécessité de comparer s'est imposée à plusieurs spécialistes de l'Antiquité soucieux de saisir des phénomènes dans la longue durée, ou encore fascinés par des convergences et interpellés par des différences. J'ai retenu ici un certain nombre de ces essais, que je voudrais présenter et rapidement commenter. 4 d'entre eux émanent d'historiens et archéologues des mondes anciens. 2 s'intéressent à l'esclavage comme système économique et social dans la perspective des recherches des années 1980. 2 autres s'inscrivent dans la comparaison thématique plus propre aux années 2000. Tous proposent une comparaison entre esclavage ancien et esclavage colonial. Seule la dernière analyse émane d'un spécialiste de l'esclavage moderne soucieux d'organiser un croisement de données pour penser l'esclavage, les formes de sujétion et les modes d'exploitation du travail assujetti mais aussi libre, dans le cadre d'une comparaison évolutive. Comparer des systèmes. Si la comparaison dans les années 80 connaît de nouveaux développements chez les historiens modernistes, en particulier américains, elle rencontre chez les spécialistes de l'Antiquité un regain d'intérêt lié à la publication en 1974 de Time on the Cross. Rappelons que cet ouvrage se proposait de poser sur des bases radicalement nouvelles le problème de la nature et de la profitabilité de l'esclavage dans le sud des États-Unis, en utilisant les ressources de la cliométrie, et d'établir sur ces études statistiques des conclusions jugées refondatrices sur l'esclavage et sa logique en tant que système. Cette étude, les polémiques que suscitèrent sa méthode et ses conclusions ne manquèrent pas d'éveiller l'attention des spécialistes de l'esclavage romain et même si l'on suit R. Martin, des esclavages grecs et romains. Ces conclusions qui peignaient en des couleurs moins sombres l'esclavage et lui reconnaissaient une logique et une rentabilité certaines, relançaient aussi un débat déjà ancien sur les notions alors souvent conjointes, de rentabilité et de rationalité. Enfin, les historiens de l'Antiquité si frustrés par la rareté des sources, ne manquaient pas d'être impressionnés par le traitement statistique des données. Bref, Time on the Cross rendait une certaine validité à la comparaison alors frappée de suspicion et rajeunissait la problématique du semblable et du diffère entre exploitation coloniale et domaine rural antique. Pour illustrer mon propos, j'ai retenu 2 analyses, celle de René Martin, grand spécialiste des agronomes latins, et celle d'Andrea Carandini qui, en 1985 publiant les résultats des fouilles de la plus ancienne villa alors connue, celle de Sept-Finestres, première moitié du IIe siècle après. J.C. ne manqua pas de solliciter les travaux de ces agronomes latins mais aussi ceux des historiens des esclavages coloniaux. Le court essai de R. Martin présente un double intérêt. Celui d'une comparaison conduite dans les règles alors admises et d'une interrogation sur sa légitimité, témoignage précieux sur les tâtonnements de l'art de comparer chez de trop rares antiquistes dans les années 1980. Il permet également de s'interroger sur les excès d'une fascination trompeuse pour la comparaison. L'auteur revient d'abord sur le problème de la comparabilité des 2 esclavages. Est-il légitime d'examiner celui de l'Antiquité, à la lumière de ce que nous savons ou croyons savoir, du fonctionnement de l'économie esclavagiste telle que nous pouvons l'observer au XVIIIe et au début du XIXe siècle. En Amérique du Nord et aux Antilles, ayant affaire à 2 structures économico-sociales voisines, à 2 modes d'exploitation très semblables, page 161, cette mise en comparaison lui paraît tout à fait légitime. C'est d'ailleurs, note-t-il,
ce que pensait déjà en 1893 H. Wallon qui ouvrait son histoire de l'esclavage antique par un chapitre préliminaire consacré à l'esclavage dans les colonies, page 162, et C.A. Yeo dans ses textes de 1952 et 1966, en particulier dans The Economics of Roman and American Slavery. Le champ de comparabilité est à ce point établi, selon R. Martin, qu'il paraît parfois même confiné au semblable puisque nous sommes à même de constater au sein du monde moderne la présence d'une structure économique et sociale spécifiquement antique, page 162. C'est la raison pour laquelle, précise-t-il, nous avons l'impression saisissante de regarder le monde antique à travers un télescope. Il se trouve rapproché de plusieurs siècles. Mais en 1980, les perspectives n'ont-elles pas changé avec la publication de Time on the Cross ? Cette étude, proprement révolutionnaire, selon R. Martin, ne nous invite-t-elle pas à une révision déchirante de nos conceptions concernant son homologue antique ? Page 162. Curieusement, l'auteur qui ne remet pas en cause l'homologie entre ces systèmes esclavagistes, diffère sa réponse pour ne pas succomber, nous dit-il, à une faute méthodologique rédhibitoire. Il veut d'abord poser au système de la villa les questions que Fogel et Angerman ont posées à la plantation américaine. Ce sont les réponses à ce questionnaire qui lui permettent d'affirmer la parfaite compatibilité du domaine esclavagiste sudiste tel que le décrit Time on the Cross, avec celui de la villa. Compatibilité plus parfaite encore que celle des anciennes interprétations. Ainsi se trouvent confirmés les traits constitutifs de l'économie rurale antique tels qu'il les avait énoncés dans son étude sur les agronomes latins, tels que J. Colendo les a décrits dans son Agricultura nell'Italia Romana. Au fond, R. Martin avoue la raison profonde de sa comparaison. Démontrer la rationalité de l'économie de la villa romaine en déclarant son homologie avec l'exploitation coloniale, du moins celle de Time on the Cross, mais aussi fait l'aveu d'une déraison assez étonnante qui oublie les distances géographiques, historiques, économiques et culturelles entre ancien et nouveau monde à l'heure où l'esclavage colonial est étroitement lié à l'émergence de la modernité en Europe. Cet effacement des différences, cette abdication aussi devant une interprétation reçue comme juste, est soigneusement évitée 6 années plus tard par A. Carandini qui, sur le même sujet, situe clairement le cadre dans lequel, selon lui, peut se développer la comparaison. À ses yeux, contrairement à la vision de Time on the Cross, les économies rurales anciennes et modernes s'inscrivent à des moments différents du développement du capital marchand, donc d'un système économique précapitaliste. Par ailleurs, il estime que Fogel et Angerman ne prennent pas assez en compte l'existence d'un secteur patrimonial, qui produit pour le maître et les esclaves en autosuffisance, et d'un secteur capitaliste, qui produit pour le marché. Dans ces conditions, distinguer profitabilité, rate of exploitation, et productivité, productivity, n'a pas de sens dans la mesure où le patrimoine ne s'est pas encore séparé du capital. Dans une lecture de l'esclavage très éloignée de celle des auteurs américains, il souligne qu'ils font trop de l'esclave un simple outil, un robot ce qu'il n'est pas. C'est parce que les esclaves sont des strumenti pensanti que le maître peut les utiliser au mieux. C'est cette gestion patrimoniale qui, dans l'Antiquité romaine comme dans l'Amérique coloniale, reste, selon lui, la clé de voûte du système. Ayant écarté de la comparaison tout modèle référentiel, A. Carandini propose un confronto entre Schiavitu Antica et Moderna, page 187, autour de 2 axes. Une confrontation d'éléments du slave system en s'efforçant de distinguer ce qui est commun par analogie structurelle, ou simplement par derivatione culturali. Une réflexion sur l'établissement d'une démocratie inédite dans un environnement social, idéologique, architectural à l'antique, et l'existence d'une économie fondée sur l'esclavage. En ce qui concerne le slave system, comme R. Martin, A. Carandini relève de nombreuses convergences entre le domaine ancien et la plantation moderne. Dans les 2 cas surtout, le dominus et le planteur ne sont pas des rentiers mais bien des entrepreneurs dans des sociétés dominées, à des niveaux différents, par le capital marchand. Dans ce contexte particulier, le monde des fondateurs de la Nouvelle République est à la fois moderne et antique, ancré dans des réalités géographiques et historiques, vécu dans un espace partagé entre maîtres et esclaves et décoré à l'antique. Un lecteur de Finlay ne saurait être étonné de ce développement conjoint de la liberté citoyenne et de la chattel slavery. Faut-il rappeler que pour Ruffin comme pour Fitzhugh par exemple,
l'esclavage apparaissait clairement comme la condition du développement économique, culturel et artistique des États du Vieux Sud. Accarandini insiste sur l'importance de ce parfum antique, qui accompagne les débuts de la démocratie en Amérique. Ce ne sont pas seulement les monuments qui rappellent l'Antiquité, mais tout un cadre de vie. Jusque dans les années 1880, les hommes clés y furent des agrariens, des propriétaires, des marchands d'esclaves et Washington comme Cincinnatus retourna à sa charrue, c'est-à-dire à son domaine sur sa terre qui restait, comme à Rome, le plus noble moyen de produire de la richesse. Page 204, comme les riches romains, ces hommes politiques étaient libérés par l'esclavage, libres pour l'action politique. Pour tout, les esclaves étaient comme le présupposé de la vie dans la cité et la déclaration d'indépendance pouvait sans contradiction affirmer que tous les hommes sont égaux et dotés par le Créateur de certains droits inaliénables. C'est donc non seulement à la comparaison de deux systèmes socio-économiques, et à la mise en perspective de deux moments historiques où esclavage et liberté marchent la main dans la main, que nous convie Accarandini via l'étude d'une villa esclavagiste, et une réflexion sur l'organisation de la production et son articulation avec l'échange. Comparé par thème. Aujourd'hui encore, la démarche comparative demeure très marginale chez les historiens de l'Antiquité même si les auteurs anglais et américains usent plus que d'autres de mise en perspective qui ne relèvent pas pour autant de la comparaison stricto sensu. Il est vrai toutefois, et c'est là un aspect tout à fait essentiel, que ces dernières années, se sont développées des recherches pour mieux situer l'esclavage par rapport à d'autres formes de dépendance. Ainsi s'ouvrait le jeu de la comparaison dès lors que l'esclavage prenait place parmi les différents types de sujétion. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur ce point. Trop rare encore, la comparaison thématique existe et se développe. J'ai choisi de présenter ici deux études émanant de spécialistes des sociétés anciennes qui tous deux, à des titres différents, s'inscrivent dans le champ des recherches anglo-américaines. La première est une monographie sur les marchés d'esclaves dans le monde grec et romain, publiée par Monica Trumper. Cet auteur fait appel à la comparaison dans une recherche proprement archéologique, sur des monuments antiques susceptibles d'être identifiés comme des marchés. Recherche qui l'a conduite à s'interroger sur une vision peut-être faussée que les antiquistes se feraient des tensions parcourant les sociétés esclavagistes. La seconde reprend le thème très étudié de la manumission et de sa logique dans les sociétés esclavagistes anciennes, traditionnelles et modernes. Cet ouvrage collectif clairement comparatiste dirigé par M. Kleivecht se penche à la fois sur l'affranchissement comme mode de sortie systémique de l'esclavage et sur la position sociale de l'affranchi. 1. Comparer pour identifier les marchés d'esclaves. L'existence de ces marchés est largement attestée dans le monde ancien par les textes et par les inscriptions. On sait que les marchands d'esclaves accompagnaient les armées, et que le trafic des esclaves suivait des routes maritimes et terrestres pour approvisionner les marchés. Peut-être existait-il même des places de redistribution, comme à Délos à l'époque hellénistique. Ce que l'on sait moins, c'est à quoi ressemblaient ces marchés. Avaient-ils des emplacements spécifiques ? Étaient-ils intégrés à des lieux d'échange plus vastes ? Supposaient-ils des ensembles architecturaux spécialement conçus en particulier dans les grands centres ? Pour conduire son enquête à la fois historique et archéologique, mais aussi pour soutenir sa démonstration, M. Trumper a recours à la comparaison. Dans un premier temps, elle réunit les documents les plus variés sur les marchés spécialisés en Turquie, Égypte, à Cuba ou encore aux États-Unis qui lui permettent de dégager des constantes sur la localisation et l'organisation architecturale des espaces. C'est à partir de ce dossier référence que dans un deuxième temps, elle interroge les espaces monumentaux des cités antiques susceptibles d'être interprétés comme des marchés d'esclaves. En effet, ces éléments sont censés permettre à l'auteur de remettre en cause l'image que l'on a pu se faire de ce type de marché dans le monde ancien. À ses yeux, il convient de ne pas se focaliser sur l'aspect monumental mais de réfléchir à partir de modes d'occupation de l'espace peu soucieux du gardiennage des esclaves, de leur isolement, de la sécurité et laissant esclaves, marchands et badauds dans une relative proximité. Cette vision conforterait celle de marchés temporaires, voire itinérants, spatialement peu organisés aux côtés de marchés permanents dans les grandes villes. Vente et achat pouvaient s'effectuer aussi le long des rues, sur le port, sur les navires même, tandis que, parallèlement, fonctionnaient des réseaux de transactions entre particuliers.
Ce qui ne veut pas dire que dans l'Antiquité comme aux époques modernes, les marchés ne supposaient pas aussi des ensembles architecturaux stables. À ce titre, on rappellera que dans le monde ottoman divers documents précisent que la vente n'est autorisée que dans les marchés d'esclaves, Essir bazar pour les hommes, Avray bazar pour les femmes. C'est donc cette démarche comparative qui conduit M. Trumper à remettre en cause les interprétations qui faisaient d'un certain nombre d'ensembles monumentaux autant de marchés d'esclaves potentiels. Et parmi eux, l'Agora des Italiens de Delos, dont on sait qu'elle fut à l'origine d'une ancienne querelle entre archéologues à laquelle l'auteur, après tant d'autres, compte bien mettre fin. Mais au-delà, ce que cette lecture tente à remettre en cause, c'est la vision dominante de sociétés esclavagistes anciennes fondées sur une forte coercition, sur une violence latente, sur une méfiance permanente, sur une tension qu'il conviendrait de contenir dans des bâtiments sécurisés. Ici interviennent les enjeux proprement archéologiques et les démonstrations de l'auteur pour refuser les fonctions de marché aux esclaves à des ensembles monumentaux parfois considérés comme tels. Ayant évoqué ailleurs sa démonstration, je n'y reviendrai pas ici. Que des marchés temporaires, occasionnels, aient existé dans l'Antiquité est un fait bien établi. Que l'existence de certains marchés ait dépendu du flux des esclaves est tout à fait probable. Resterait à bien rappeler la nature et le degré d'intervention de la puissance publique dans le fonctionnement du marché. En effet, dans cet espace, sinon toujours clos, du moins soigneusement délimité, l'achat et la vente sont régulièrement surveillés par des magistrats et obéissent à des règles bien établies, en particulier dans le cas du commerce des esclaves. Cette surveillance de l'échange et des contrats est d'autant plus attentive que les cités sont directement intéressées par les revenus des taxes prélevées sur les transactions. L'auteur sous-estime l'importance de cette pratique pourtant bien attestée tant à l'époque moderne que dans l'Antiquité, comme le montrent des inscriptions nombreuses et pour certaines, très anciennes. De fait, le marché, en Grèce comme à Rome, n'est pas un espace comme un autre. Protégé par le genius du lieu, il est l'espace propre d'une communauté qui l'organise et assure son entretien. Et si M. Trumper fait table rase des monuments interprétés ici ou là comme des marchés d'esclaves, elle semble oublier le premier temps de sa comparaison dont elle fait pourtant un usage référentiel. Le marché comme espace organisé, comme ensemble architectural, avec des éléments de permanence à l'antique comme les portiques, les colonnades, les boutiques. Resterait ensuite à s'interroger sur la mise en adéquation d'une certaine vision de l'esclavage et d'une certaine vision du marché aux esclaves. En effet, M. Trumper associe à mezza voce une conception dominante de l'esclavage chez les historiens de l'Antiquité à une représentation des marchés. À la vision d'une société esclavagiste méfiante, oppressive, violente encore, correspondrait une organisation fermée, fragmentée, sécurisée des espaces marchands. À une vision plus douce de l'esclavage, répondrait un marché plus éclaté, plus ouvert, plus socialisé à l'image des exemples de l'époque moderne. Est-ce bien à cette figure d'opposition que conduit la comparaison ? Encore faudrait-il ne pas oblitérer les éléments de permanence essentiels que nous avons rappelés, et ne pas oublier que le marché reste par-delà les temps, un lieu de vie organisé pour des corporations qui en assurent l'entretien, le fonctionnement et l'étroite surveillance des esclaves. À l'évidence, l'ouvrage de M. Trumper invite donc à s'interroger sur la logique de la comparaison et sur son usage. 2. The Face of Freedom, à l'aune de la comparaison. L'ouvrage collectif paru sous ce titre et dirigé par M. Kleivecht reprend un sujet majeur et ancien de la comparaison entre systèmes esclavagistes. Le sens, la nature et la pratique de l'affranchissement. Dans un long chapitre à la fois méthodologique et historique, l'auteur explicite le choix de lectures résolument transculturelles pour analyser la manumission et l'émancipation collective dans leur complexité et leur ambiguïté. Pour conduire sa réflexion, il dégage 2 points essentiels. La nécessité d'une mise en perspective du phénomène de la manumission, pour interroger les idées admises. C'est le cas par exemple, du rapport établi entre un esclavage plus humain et une politique généreuse d'affranchissement. Au-delà des expériences récurrentes des esclavages romains et brésiliens, l'auteur montre bien que la plupart des sociétés concernées ne sont pas disposées à encourager l'affranchissement qui ne relève pas seulement de la sphère privée, mais se situe à l'interaction d'intérêts contradictoires. La nécessité tout aussi impérieuse de conduire une réflexion sur la réception de la manumission et de l'émancipation par les esclaves,
et pas seulement par les maîtres, pour mieux prendre en compte la variété des formes de réceptivité. Selon l'auteur qui a sans doute raison, seule l'approche transculturelle peut permettre d'estimer les degrés d'attirance des formes de sociabilité des libres sur les affranchis et sur les esclaves émancipés, mais aussi les rapports de solidarité entre les nouveaux libres et ceux qui restent dans l'esclavage. 3 éclairages permettent à l'auteur de présenter un inventaire raisonné des écarts signifiants, clés de la comparaison et de lecture renouvelée. La manumission comme phénomène socioculturel. En soi, le fait d'affranchir pose un réel problème pour une société fondée sur l'appropriation d'un individu. D'une part, il apparaît comme une sorte de négation du système, d'autre part il introduit un changement de rapport entre l'ancien esclave et son ancien maître. Il modifie donc les rapports sociaux. Se pose dès lors la question du pourquoi et celle du comment. Pourquoi le maître renonce-t-il à une forme de domination ? Comment l'esclave obtient-il sa liberté ? Y a-t-il libéralité pure ou négociation et dans ce cas, de quelle latitude l'esclave peut-il disposer ? La thèse de Tannenbaum faisait coïncider la pratique d'un esclavage doux, patriarcal, au Brésil comme à Rome, avec une libéralité certaine vis-à-vis de l'affranchissement. Même si pour l'Antiquité, des auteurs comme J. Carcopino et plus récemment Ch. Dumont insistent sur une large pratique de l'affranchissement à Rome, il est difficile de soutenir que c'est un principe d'humanité qui conduisait à cette pratique, peut-être d'ailleurs surestimé. Déjà Patterson inscrivait cette libéralité supposée dans une pratique sociale de l'échange, celle du don et du contre-don. Les études récentes l'insèrent plus volontiers dans une pratique de transaction économico-financière, dans le passage à un nouveau mode d'exploitation et de contrôle social. Mais surtout, il convient de souligner que cette sortie autorisée et contrôlée de l'esclavage participe dans la longue durée des esclavages, à la mise en place de soupapes de sûreté propres à éviter les blocages et à réduire les tensions. L'affranchi en tant qu'être social. Cet aspect de la question permet de tester les vertus et les limites de la comparaison. Socialement, l'affranchi est dans une situation ambiguë, dans un entre-deux. Les formules pour rendre compte de cet état sont d'ailleurs révélatrices. Esclave sans maître, ni esclave ni libre, en une appropriated people, some ou à mort indépendant. Berlin a bien montré comment, dans les États du Sud, la liberté reste incomplète. Aussi n'a-t-on pas manqué de lui opposer celle de certains affranchis romains qui, malgré les obstacles à surmonter, les préjugés à affronter, acquièrent avec le temps, la plénitude d'une liberté citoyenne. Mais en l'occurrence, opposition n'est que très partiellement raison. Elle oublie en effet les obligations des affranchis envers leurs patrons dont on sait qu'elles peuvent être très contraignantes comme en Grèce dans le cadre de la paramonnaie, et le statut intermédiaire que leur accorde la cité proche de celui de l'étranger résident mais bien éloigné de celui du citoyen. L'affranchissement est la symptomatique des sociétés ouvertes. On accorde généralement cette distinction entre sociétés esclavagistes ouvertes ou fermées, à J.L. Watson. Si cette opposition avancée surtout par les anthropologues témoigne d'un élargissement du champ des investigations, elle n'est guère susceptible de corriger les insuffisances de l'ancienne distinction entre sociétés rigides ou souples selon qu'elles excluent ou acceptent des formes d'assimilation. Au fond, ce qui importe, c'est d'apprécier l'affranchissement non seulement au contenu de la liberté qu'il procure, mais aux facultés d'intégration à l'ordre social dominant qui l'autorise. Si l'on ne s'en tient pas à la notion de liberté citoyenne, la réussite économique et financière peut apparaître comme un ascenseur social efficace. Encore que les fonctions à responsabilité qui si souvent conduisent à la liberté, s'inscrivent en amont dans la volonté délibérée des maîtres de former des esclaves soigneusement choisis pour leur capacité mais aussi pour leur docilité. L'utilisation tant prisée des success stories rencontre vite ses limites. Même si elle témoigne du rôle d'anciens esclaves dans les activités lucratives de l'échange ou encore de la banque, au demeurant bien attestées dans les sociétés anciennes, elle nous invite à mesurer encore le degré d'incertitude sociale que suscite l'affranchissement. Combien d'affranchis se font représenter sur leur stèle funéraire dans la posture et sous les traits austères du vieux romain, affichant ainsi leur réussite mais aussi leur désir d'intégration dans une société dont ils disent partager les valeurs. Mais aussi combien d'autres revendiquent dans des inscriptions leurs conditions et leur réussite professionnelle. Dans quelle mesure l'affranchi assume-t-il sa condition sociale ?
Qu'associe-t-il à cette condition? Ces questions que posent avec force les témoignages anciens ne peuvent manquer d'enrichir une réflexion sur la notion de modèle social proposé ou imposé aux affranchis et aux esclaves après l'émancipation. Modèle qui fonctionne, on l'a bien compris, comme une forme de contrôle social. Plusieurs questions se posent donc à l'historien auxquelles la comparaison peut apporter des éléments de réponse. Dans quelle mesure leur dynamisme social permet-il aux affranchis, et jusqu'à quel point, de franchir les obstacles d'une ascension sociale? Dans quelle mesure ont-ils tendance à assumer leurs conditions, voire à la revendiquer? Dans quelle mesure cette ascension peut-elle être associée à la recherche d'une intégration sociale, oblitérant ainsi les anciennes solidarités serviles? L'ampleur historique, sociologique et anthropologique de la comparaison, la densité des réflexions historiographiques, la prudence méthodologique, la diversité des questionnements disent assez la richesse et la qualité de cette entreprise comparative. Mais il importe tout autant, me semble-t-il, de mettre en évidence la dimension transculturelle de cette réflexion collective qui contribue à ouvrir le champ de la comparaison. Élargir la comparaison. Si, comme nous l'avons vu, la comparaison emprunte des chemins différents, elle se limite trop souvent à la seule analyse de formations sociales liées plus ou moins étroitement à l'esclavage. Elle se refuse à regarder ailleurs, à prendre en compte d'autres modes de sujétion et donc renonce à étudier ce qui fonde la spécificité de l'esclavage. Toutefois, depuis plusieurs années, on assiste à une ouverture du champ de la comparaison. Ouverture parfaitement légitime, puisque l'esclavage s'inscrit dans le large panel des formes de domination et d'exploitation. C'est à une étude d'Olivier Grenouillot présentée lors du colloque GIREA de Naples, puis approfondie dans un article tout récent que je veux à présent me référer pour présenter cet élargissement de la comparaison. Chacun connaît la volonté d'Grenouillot de penser l'esclavage dans sa spécificité, mais aussi dans sa globalité. Cette démarche l'a conduit récemment à proposer un essai d'analyse comparative de certaines formes d'esclavage et de dépendance en ce qu'elles sont à la fois des modes d'organisation et d'exploitation du travail contraint, de l'unfree labour, mais aussi de cette forme singulière de free labour qu'est le salariat. Cet essai comparatif propose de prendre la mesure du degré d'utilité, au sens weberien du terme, de ces modes d'organisation du travail. Non pas par rapport à des critères actuels, mais en fonction de l'usage que peut en faire telle ou telle formation sociale. L'auteur, grâce à des tableaux à entrées multiples, met en situation de comparaison des formes de sujétion, servitude collective, péonnage, travail forcé, esclavage, engagement, clientélisme, rapport salarial, qui induisent des situations de domination et de contrainte, mettant ainsi en évidence des tensions de nature et d'intensité variables. Intervient alors un second jeu de comparaison à partir des coûts et des bénéfices attendus, pour dégager des régimes différents de profitabilité. C'est dans cette perspective d'un élargissement de la comparaison des formes et des raisons de la domination et de la contrainte, que des historiens, des anthropologues et des sociologues ont publié en fin d'année dernière une recherche collective sur esclavage et sujétion. Il est apparu aux initiateurs du projet, l'anthropologue Herbot et moi-même, qu'au niveau de la logique comparative, ces travaux présentent au moins un triple intérêt. Ils permettent de dépasser une problématique des sujétions trop formelles, en évitant le fameux piège des typologies. Ils articulent esclavage et sujétion à des logiques économiques, sociales et culturelles différentes. Ils contribuent à situer l'esclavage en soi au sein des différentes formes de contraintes, tout en évitant d'en faire un modèle référentiel. C'est par cette inscription de l'esclavage au sein de la multiplicité des modes de domination que je souhaite suspendre ces réflexions sur la raison de la comparaison et sur ses déraisons occasionnelles, sur ses potentialités et ses limites, mais surtout sur sa valeur heuristique. Valeur heuristique qui me paraît s'être renforcée dès lors que la comparaison historienne s'est ouverte à d'autres disciplines, qu'elle s'est faite moins égocentrique, qu'elle a su se dégager d'une problématique des formes et dépasser la vaine querelle de l'esclavage au singulier ou au pluriel, pour penser ensemble, logique systémique et expérience historique, pour mieux mettre en perspective le comparable et l'incomparable et peut-être vaincre les réticences identitaires à la comparaison. Bibliographie sommaire. J. Hannequin, Comparatisme-comparaison, ressemblance et hétérogénéité des formes d'exploitation esclavagiste.
Quelques réflexions, DHA, 11 1985, page 638 à 672. Forme et raison des modes de suggestion. Dépendance S, esclavage S, contrainte S, la pensée 368 2011 page 7 à 20. K.R. Bradley, Slave and Master in the Roman Empire. A Study in Social Control, Bruxelles 1984, Latomus. M. Finlay, Esclavage antique et idéologie moderne, Paris 1981, aide de minuit. O. Grenouillot, Introduction, Dictionnaire des esclavages, Paris 2010, Larousse. P. Colchin, L'approche comparée de l'étude de l'esclavage. Problèmes et perspectives, Histoire comparée, Paris 2006, L'Harmattan. Chapitre 1er, Esclavage en Amérique, Avatar de la servitude antique. Esclavage et christianisme. Jean-Gabriel Montauban. Doyen de la faculté de droit et de sciences économiques de Guadeloupe. Résumé. Il n'est pas rare que le christianisme soit convoqué au tribunal comme coupable, dès lors que l'on parle de l'esclavage. Certains textes étonnent. Lorsque l'on observe par exemple l'histoire, on se rend compte que le président américain Buchanan, élu en 1857, était partisan, comme la très grande majorité, de l'esclavage, thème qui était constamment au centre des débats d'alors. En s'adressant aux Free Soilers, les républicains, il disait « Gardez vos esclaves, la Constitution le permet ». Aux États du Nord, les Capital States, les démocrates s'exprimaient ainsi « Ne vous mêlez pas des esclaves, la Constitution le défend. Je me fie au scrutin. Votez ce que vous voudrez ». L'influence du christianisme sur l'esclavage ou plus précisément sur son abolition est appréciée de façon fort différente. Il est deux hypothèses complémentaires qui permettraient de montrer que le christianisme, loin de détruire l'esclavage, l'a légitimé. On entend en effet que l'Ancien Testament consacre l'esclavage et qu'il n'en est même pas question dans le Nouveau. Ceux qui pensent que le christianisme a un effet négatif avancent avec force l'idée que l'esclavage a été si peu aboli qu'il dure encore dans certains pays comme en Mauritanie où il a plus connu une renaissance qu'une destruction. Il est un fait certain. Au début du XIXe siècle, s'il est presque banal de dire que les plus grands esprits condamnaient fermement l'esclavage, cela n'a pas toujours été le cas. Au nom de la politique, Platon l'a légitimé. Épicure a celui de la volupté. Zénon n'a pas fait autre chose au nom de l'indifférence stoïque. Épictète n'a pas montré une grande détermination pour venir en aide aux esclaves, alors qu'il a connu cet état. Bien que le christianisme ait été vécu différemment selon les pays, Hollande, Brésil, États-Unis, Afrique, etc., il est difficile à mon avis, de croire que le christianisme a renforcé l'esclavage quand il s'appuie sur l'amour du prochain qui est le deuxième commandement de Jésus. Aucun homme n'aurait pu acheter un esclave s'il appliquait la formule clé du christianisme. Faites aux hommes ce que vous aimerez qu'ils vous fassent. Introduction. L'esclavage fait partie de ces événements dont la portée dépend fortement des observateurs et du poids qui leur est attribué dans l'analyse de certains comportements humains. Pour un très grand nombre, dont les ancêtres ont à des degrés divers connu cette horrible période du passé reconnue crime contre l'humanité depuis le 21 mai 2001, l'esclavage a mordu à travers des siècles les différentes générations et nul sybaritisme ou volupté n'effaceront la marque de ses dents. Il importe cependant de ne pas se laisser aller au fatalisme ou encore moins au défaitisme. Pour beaucoup, l'événement le plus marquant au cours de cette année 2013 est sans conteste la mort de Nelson Mandela. Mais, à la lecture d'une question posée par un journaliste, et si Mandela était le dernier, on peut s'interroger sur l'état d'esprit de beaucoup quant à la perte d'espoir dans l'avenir et l'impossibilité de voir se réaliser un jour le rêve de Martin Luther King. A dream that one day on the red hills of Georgia the son of former slave and the son of former slaves owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Cette question suppose sans conteste une possibilité de ne jamais voir le jour, où tous les enfants de Dieu, noirs et blancs, juifs et gentils, catholiques et protestants pourront se prendre par la main et chanter les paroles du vieux spiritual noir, enfin libre. L'excès n'est jamais souhaitable. On sait en effet que l'on a tendance à diminuer tout ce qu'on exagère. Nelson Mandela, dans un discours devant le Parlement mondial des religions, a affirmé qu'ils avaient vu des hommes d'une arrogance telle qu'ils voulaient transformer les êtres humains en esclaves. Mais les peuples viennent toujours à bout de ces hommes et de ces femmes.
Certes, il y a toujours eu une certaine distance entre l'événement, le sens de son contenu, ou la prise en compte de sa signification. On conçoit ainsi que les risques d'erreur en l'absence de la conscience et de la signification des événements sont bien réels. L'immédiat est en avance sur l'action, alors que c'est le contraire qui permettrait de débusquer toutes les imperfections d'une telle méthode. Il y aurait beaucoup à dire sur cette distanciation entre le présent et le passé. Hegel l'exprime merveilleusement par l'allégorie philosophique de la chouette. Perchée sur l'épaule de Minerve, elle s'envole au crépuscule. D'une manière différente, Ortega et Grasset, 1883-1955, ne disent pas autre chose quand ils affirment que « no sabemos lo que pasa y eso es lo que pasa ». Face à des instruments de plus en plus performants et puissants de la technologie prometteuse, la maîtrise de cette dernière par les uns accentuera le retard dans un temps accéléré de ceux qui ne pourront suivre le rythme. La célérité de la technologie nuit à notre prise de conscience. Les conséquences sont bien sûr imprévisibles car la rapidité de cette évolution technologique est comme la langue d'Ésope, ou les deux faces du visage de Janus. Il est courant d'entendre dire que certains écrits du Pentateuque et du Nouveau Testament ne laissent aucune place au doute quant à la légitimité, et donc à l'acceptation de l'esclavage. Les esclaves, apprend-on, devaient obéissance à leur maître. Granier de Cassagnac affirme que le christianisme a toujours justifié et maintenu l'esclavage. Je ne trouve aucun argument qui permet de légitimer sans réserve cette assertion. Je suis conscient cependant du saut que doit faire la pensée qui résulte des hypothèses retenues, à l'affirmation universelle de la conclusion. Quand on affirme que l'esclavage est un crime contre l'humanité, notre imaginaire nous transporte dans une époque que nous n'avons pas connue, mais qui nous parle avec des images très fortes à travers des pensées qui se sont construites à partir de noirs enchaînés, de travaux pénibles, de coups de fouet, de fatigue extrême, etc. Si certains faits relatés peuvent entretenir le doute, c'est qu'à mes yeux on analyse l'histoire en donnant aux mots anciens leur sens nouveau ou leur signification la plus courante. On peut être esclave de ses sentiments, esclave d'un patron, esclave si on ne peut disposer de son temps. Dans ces cas, aucune allusion à la couleur de peau. Je retiens l'hypothèse que l'esclave, en fait, n'a pas de volonté propre. Tout appartient à un autre. Jésus est l'esclave de son Père. Quiconque ne possède pas sa pensée ne peut maîtriser son action. Dans l'Épître aux Phil 2, 7, il est dit que Jésus s'anéantit lui-même prenant sa condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Il ne s'appartient pas. Puisque Jésus est la voie, la vérité et la vie, les chrétiens dont je suis sont des esclaves de Dieu. Une des questions ayant le plus préoccupé John MacArthur dans son ouvrage Esclaves, édition Les Publications chrétiennes, consiste à savoir comment faire pour ne pas ajouter Dieu à sa vie mais de se consacrer pleinement à lui en se soumettant de façon totale. Cette manière de voir conduit à première vue à un paradoxe. Plus cette soumission est totale et inconditionnelle, plus nous sommes esclaves de l'autre, plus nous sommes véritablement libres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.